BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Et c'est tous les jeudis un parcours de santé dans Intégral Bourse. Et oui, dans ces marchés très compliqués, très volatiles, certains secteurs offrent malgré tout des opportunités long terme. Et parmi ces secteurs, le secteur de la santé. On va en parler avec Alice Labou, la présidente de Trecento AM. Bonjour Alice. Bonjour. Et François Berton, journaliste pour TradingSat.com. Bonjour François. Bonjour Grégoire. TradingSat.com, le site bourse de BFM Business. Un secteur à conseiller toujours aux auditeurs malgré la volatilité des marchés. Alice, ce secteur de la santé, il est malgré tout encore attractif? En fait, il redevient attractif actuellement. Pourquoi ? Parce que depuis le mois de septembre 2015, il y a un momentum un peu défavorable sur le secteur de la santé, lié notamment aux discussions lors des élections présidentielles américaines. Vous savez qu'il y a toujours un candidat, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis, qui dit « Moi, président, j'encadrerai les prix des médicaments ». Et donc là, c'est Hillary Clinton qui s'en charge. Et donc ça crée un peu de momentum négatif, des inquiétudes sur le prix des médicaments. On pourra un jour développer pourquoi nous pensons que ce ne sera pas forcément le cas. Et donc en fait, si vous voulez, quelques mois avant les véritables élections concrètement, c'est de mon point de vue un momentum positif, c'est-à-dire que là on repart sur un point d'entrée sur le secteur de la santé puisque nous ne croyons pas à cet encadrement des prix des médicaments. Donc malgré la tourmente, il y a encore des secteurs qui ont un gros potentiel, les valorisations se sont dégonflées, donc c'est peut-être le moment d'y aller. Oui, malgré tout n'est pas un long fleuve tranquille et on voit que parmi ces valeurs santé, il y en a qui trinquent particulièrement en ce moment dans la baisse des marchés et notamment le segment biotech. Là pour le coup on a des baisses assez sévères quand même, François. Oui, en effet, on peut même dire qu'elles sont un petit peu massacrées depuis quelques jours. À Paris, on peut en citer quelques-unes, par exemple Genfit ou Celiad, Nanobiotics, Selectis. On a des baisses qui dépassent 20% depuis en une semaine. L'ampleur même de la correction, en fait c'est quelque chose qu'on a déjà observé en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier et en février on avait eu le marché, on va dire général, le CAC 40 qui baissait et les biotech qui avaient déjà amplifié la baisse du marché avec des massacres en bourse comme ceux qu'on observe en ce moment. Donc c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, on l'a déjà vu et c'est quelque chose qui, on va dire, qui nous rappelle que les biotech sont des valeurs volatiles. Elles sont volatiles parce qu'elles sont spéculatives. Elles sont spéculatives parce que leur modèle économique repose sur des recherches cliniques qui débouchent ou non sur des médicaments innovants qui seront mis ou non sur le marché. Ouais. Et dans une période où les marchés sont très volatiles, eh bien, on se désengage, on se désexpose des valeurs à risque et les biotech en font partie, en gros, c'est ça? Voilà, je peux juste me permettre de dire, parce qu'on fait souvent quand même l'amalgame, les biotech, c'est évidemment pas tout le secteur de la santé, donc oui, c'est le segment le plus risqué, mais il faut pas oublier qu'il y a du matériel médical qui performe très bien depuis le début de l'année, il y a les services à la santé et il y a les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de génériques. Donc les biotech, évidemment, c'est le risque parce qu'effectivement, on est dans des recherches cliniques et donc que c'est souvent des sociétés non rentables et c'est normal que dans des moments de stress, exactement, les investisseurs s'inquiètent et ne ressortent un petit peu leur bille. C'est ça, mais les autres segments du marché de la santé vont plutôt bien, souffrent beaucoup moins et vous nous dites qu'il y a des points d'entrée, pourquoi pas. Alors justement, Alice, vous voulez nous proposer les medtech plutôt que des biotech, des medtech donc des valeurs des groupes qui servent à équiper le secteur médical, c'est vraiment porteur ça? Alors exactement, alors déjà le secteur du matériel médical avait été un peu abandonné ces dernières années malgré une hausse du secteur de la santé sur les marchés financiers, les gens n'achetaient pas beaucoup de matériel médical et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que finalement c'était un segment en forte croissance et surtout avec beaucoup d'innovation. Et mon idée aujourd'hui c'était de vous parler d'une tendance assez forte dont on parle très peu et pourtant qui est fondamentale, qui est tout le marché du jetable dans le matériel médical à l'hôpital. Alors le jetable c'est quoi? C'est qu'en fait pour faire des endoscopies, pour faire un certain nombre d'analyses, alors par exemple pulmonaire ou urinaire, on va utiliser des machines qu'on va mettre à l'intérieur du corps. Et vous savez que malheureusement bon nombre de cas de maladies nosocomiales, donc de maladies qu'on peut avoir à l'hôpital, viennent justement du problème de stérilisation des machines. Et donc, parce que en fait, le modèle traditionnel, il est que l'hôpital achète une machine très chère, 80 000, 100 000 $, et puis avec cette machine, ils vont aller opérer ou alors regarder l'intérieur des patients, et puis ils vont se faire stériliser ces machines, sauf que les machines à stériliser, c'est entre 10, 12 heures, 15 heures, et surtout en
général, ils ont une seule machine, donc ils sont bien embêtés quand ils ont d'autres opérations à faire parce qu'ils cherchent la machine. Il faut tracer la machine, être sûr qu'elle a bien été stérilisée. Et on sait même que les praticiens eux-mêmes renettoient les machines alors qu'elles sont censées avoir été stérilisées dans certains cas, parce qu'on sait que les risques de maladies nosocomiales sont fortes, avec des attaques qui sont faites en justice, notamment sur le marché américain, parce que certains décèdent de cela. Donc il y a une société dont je voulais vous parler qui s'appelle Ambu, qui est une société danoise, 1,5 milliard de capitalisation, donc c'est pas une petite société, qui est vraiment un pure player sur le marché du jetable, du matériel médical jetable, qui s'est développé principalement pour tout ce qui est solutions pulmonaires, donc endoscopie, c'est comme des petites caméras en fait qui vont à l'intérieur, et puis il y a d'autres solutions pour faire des nettoyages, des choses comme ça. Et si vous voulez, donc pour l'instant c'est que sur du pulmonaire, mais ils ont fait aussi un partenariat là avec les géants, donc Boston Scientific, Coloplast, sur tout le marché de l'urinaire. Donc Boston et Coloplast s'occupent de la commercialisation et Ambu fait seulement la production. Mais en fait, il y a énormément d'applications potentielles avec ces solutions jetables. Et il y a évidemment tout ce qui est gynécologique, mais il y a aussi la gastroentérologie, l'ORL, la neurologie. Donc c'est un marché qui est gigantesque, et on peut parler aussi du prix puisque c'est très important, parce qu'on est quand même sur des sujets d'argent. Le prix, c'est qu'en fait ça diminuerait de 40% les dépenses des hôpitaux s'ils utilisaient du jetable. Ah oui. Donc c'est absolument... C'est un enjeu médical, de santé, et en plus un enjeu financier. Exactement, parce qu'ils n'auraient pas à payer de maintenance, et donc évidemment ça change tout, ni de stérilisation. Le seul sujet, c'est évidemment le sujet écologique, c'est-à-dire qu'on pourrait dire le jetable c'est bien, mais ça fait beaucoup de plastique, ce qui est vrai. Donc c'est vraiment un des enjeux. Donc il faudrait créer des produits recyclables, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais néanmoins, tous les produits chimiques qui sont utilisés pour nettoyer les machines actuelles n'ont pas des bienfaits écologiques très forts. C'est vrai. Voilà, c'est pas le point fort, mais en tout cas financièrement ça vaut le coup. Exactement. Et ça permettra de sécuriser les opérations médicales à travers la montée en puissance du jetable, donc dans les équipements, dans les hôpitaux. Exactement. Et très forte croissance de la société. Les cours de bourse ont explosé et on pense que c'est pas fini. Oui, justement, vous le dites, les cours de bourse ont déjà explosé. Est-ce que tout ce potentiel dont vous nous parlez, il n'est pas déjà pricé en bourse, sur ce titre comme sur l'ensemble du segment d'ailleurs? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, d'abord, c'est une société qui a énormément cru en chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une société qui avait 80% de leur business plutôt sur le marché danois à une société internationale. En fait, ils ont passé des étapes et ils vont continuer à en passer. Donc nous, on ne croit pas que ce soit encore... Société danoise Ambu, A-M-B-U, pour ceux qui seraient convaincus. François Berton, quelle autre valeur allez-vous suivre de votre côté ces prochains mois dans cet univers des medtech, de l'équipement médical? Qu'est-ce qui va faire l'actualité? Beaucoup de sociétés peuvent faire l'actualité, mais on revient en France. J'ai envie de vous parler de Pixium Vision. Ah oui. Pixium Vision, donc ils ont mis au point un système de restauration visuelle bionique. Donc l'ambition, c'est de redonner la vue à des gens qui ne l'ont plus. Avec des yeux bioniques. Ah, c'est pas tout à fait des yeux. C'est, on va dire, le système s'appelle Iris. Ils en sont à la 2e version. Cette 2e version a été implantée pour la première fois sur l'homme, c'était en février dernier. Le système, il est constitué de 3 éléments. Donc il y a une caméra qui est logée dans des lunettes. Vous avez aussi un petit ordinateur portable de poche qui va traiter les informations de la caméra, c'est-à-dire les contours, les mouvements, tout ça c'est traité par le petit ordinateur. Et ensuite vous avez aussi l'implant électronique qui lui est suturé à l'extérieur du globe oculaire. Vous avez une petite palette qui va rentrer dans l'œil, une languette, pardon, pas une palette, une languette, et sur cette languette vous avez 150 électrodes qui vont être posées devant la rétine. Pour rendre la vue aux malvoyants, voire aux aveugles, c'est ça l'objectif? Oui, c'est des gens qui ne voient plus. Mais c'est des gens qui ont déjà vu dans le passé. C'est important parce que le système, d'une certaine façon, nous sommes au début d'une aventure et les informations artificielles qui vont être données aux patients via ce système ne lui permettraient pas de comprendre ce qu'il voit s'il n'avait jamais vu à ce stade. D'accord. Donc ce produit-là, il s'adresse à ceux qui voient mal, voire qui sont aveugles, mais qui ont vu dans le passé. Voilà. Alors, il s'adresse vraiment à ceux qui sont aveugles, parce qu'on ne prend pas le risque de faire ce genre d'opération sur des gens qui voient encore. Mais il s'adresse pour l'instant à des gens qui ont vu dans le passé et qui ont été atteints d'une maladie particulière qui s'appelle la rétinite pigmentaire, qui est une maladie qui se déclenche quand on est très très jeune. Et c'est fabuleux, mais ça va vraiment être commercialisé ce produit-là de Pixium Vision? Alors on a un enjeu justement là-dessus, puisque dans les prochaines semaines, il n'y a aucun engagement
termes de calendrier, mais il est tout à fait possible que donc mi-2016, et nous y sommes à peu près, on peut s'attendre donc à ce que la société reçoive, on va dire, ce qu'on appelle un marquage CE. Elle a déposé son dossier de demande de mise sur le marché pour ce système Iris, c'était en décembre dernier. Généralement, le traitement de ce genre de dossier, ça dure 6 mois. Donc quand on interroge la société pour savoir quand est-ce qu'ils pourraient l'avoir, ils nous répondent, a priori, ça devrait être mi-2016. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Le marquage CE, c'est la condition pour commercialiser son produit en Europe. Système. Alors après, évidemment, ils vont pas inonder le marché avec ce système. Il faudra ensuite obtenir le remboursement. D'accord. Voilà. Mais effectivement, ça serait une étape importante, très importante. Ouais, avec un produit quand même qui fait rêver. Et aussi, on peut imaginer un produit dans le futur que pourrait développer Pixium Vision pour rendre la vue aux aveugles qui n'ont jamais vu non plus par le passé. Enfin, parce que là, vous nous dites, c'est réservé à ceux qui ont déjà vu dans le passé. Ceux qui n'ont jamais pu voir de leur vie. Ils vont avoir malgré tout un produit à leur disposition, peut-être un jour. Il se trouve qu'en Pixium Vision développe un deuxième système qui s'appelle Prima, qui est beaucoup plus petit et et pour lequel la première implantation est prévue en fin d'année. Donc l'année 2016, c'est vraiment une année clé pour ce système de restauration visuelle. Le système Prima, il est plus petit, donc il y aura davantage d'électrodes dessus. Tout à l'heure, je parlais de 150 électrodes pour Iris. Il pourrait y en avoir jusqu'à 2000 sur Prima. Les électrodes, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais il faut juste comprendre que ça fait plus de stimulation. Plus il y a d'électrodes, plus il y a de stimulation électrique, donc plus la résolution est fine, voilà, exactement. Et le marché, en termes d'enjeux commercial et en termes de besoins de santé, le système Prima pourrait s'adresser à davantage de patients, notamment aux patients atteints de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça concerne pas mal de personnes âgées, ça. Beaucoup plus que la rétinite pigmentaire. D'accord, donc ce nouveau produit-là, il sera testé en fin d'année. Il pourrait s'adresser à un beaucoup plus gros marché. Alice, Pixium vous intéresse justement, titre coté en bourse, on le rappelle? Alors moi j'achète que des sociétés rentables, donc j'achète pas du Pixium. Par contre je m'y intéresse. D'abord effectivement on est un peu au stade embryonnaire sur ce genre de nouvelles solutions, parce qu'en fait aujourd'hui on voit que quelques taches grises. On a du mal à distinguer avec cette solution pour l'instant en l'état, bien que les avancées on l'espère seront significatives. Aujourd'hui en fait c'est quand même pas. Faut pas imaginer que ça rend la vue aux gens, quoi. C'est très très loin de ça. C'est des taches grises et noires et on distingue des formes. Voilà où on en est. Après, il y aura donc avec des nouveaux capteurs, des nouvelles solutions pour voir des tâches de plus en plus petites qui permettront de former des visages ou des objets. C'est très intéressant, c'est évidemment une maladie qui se développe énormément, surtout la dégénérescence maculaire. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises s'y intéressent. Et un jour, moi je suis convaincue qu'un jour on y arrivera. Après, là c'est très embryonnaire et le marché est important, mais la techno est pas encore. Et le marquage CE, c'est surtout l'apport de sécurité dans les process et c'est donc fondamental, mais je crois pas que c'est ça qui va enclencher de la commercialisation. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Exactement. Donc ils ont pris de l'avance, ils ont décidé de le faire et c'est bien. Ça veut dire que le dirigeant connaît bien son business, mais on n'y est pas encore, de mon point de vue. Pixium Vision, donc une idée et une valeur qu'il faudra suivre quand même, plus 21% pour cette valeur depuis le début de l'année, c'est quand même pas mal, surtout quand on compare au CAC 40. Voilà quelques idées donc pour investir, pourquoi pas, dans le secteur de la santé et pour suivre cette actualité toujours passionnante et qui nous concerne tous. Alice Labou, merci beaucoup. Merci à vous. La présidente de Trecento AM, et François Berton avec nous tous les jeudis pour Trading Sat, le site bourse de BFM. Merci François. Merci. À bientôt, le CAC 40 toujours en repli d'1,1%, 4127 points en ce moment.